Tu as sans doute entendu parler du concept de niche en t'installant ou en ayant le projet de t'installer en libéral. Mais à quoi ça sert? Comment trouver sa niche? Et surtout, est-ce que c'est intéressant pour t'apporter des nouveaux patients? Avec Garance, on va essayer d'y répondre dans ce troisième épisode. Donc je te dis bienvenue dans Entre Diètes, le podcast préféré des diététiciens. Je suis accompagné de Garance. Déjà, Garance, comment tu vas? Écoute Flo, ça va très bien aujourd'hui et toi, comment tu vas? Parfaitement. En plus, on est reparti pour une discussion, donc c'est parfait. Euh, on va parler du coup du concept de niche, on va parler du coup beaucoup de diététicien libéral. Pour commencer, quelques chiffres, combien il y a de diètes en France, etc. Garance répond à cette question. Yes, on voulait quand même vous l'introduire pour voir un petit peu comment ça a évolué le métier de diète en France. Donc, sur les chiffres que j'ai trouvés donc de la DRES, on était en 2014 environ 8900 et on est passé en 2023 à près de 16 500. Donc, vous voyez, ça a quand même pas mal augmenté, voire doublé, enfin quasiment en 4 ans, c'est ça, mais pas du tout. Bah non, un peu plus. Pas En du 9 tout. ans, c'est pas grave. En 9 ans, les stats, les chiffres, Ouais. Voilà, les chiffres, etc. J'aime pas ça. Mais en tout cas, c'est pas c'est grave. juste pour vous montrer, pour vous introduire que, en fait, le nombre de diètes a augmenté et en 2023, il y avait 45% de cette population de diètes qui était en libéral. Donc, bien sûr, on pourrait dire c'est pas énorme en France pour les besoins, mais en réalité, en fonction des régions, ça peut être plus ou moins tendu. Donc, déjà, il y a un premier intérêt à trouver une niche, c'est se démarquer par rapport aux autres diététiciens. Tout à fait. Là, clairement, c'est trouver sa niche, c'est aussi aller un peu au-dessus de la mêlée sur un sujet et du coup attirer une population qui va se dire ok, lui il est spécialisé sur ce sujet, donc ça va être bien d'aller le voir. Il y a beaucoup de diététiciens libéraux, du coup, quand on lit ces chiffres, je pense que le métier de diète en hospitalier, en structure, est aussi très bouché. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui vont s'installer à libéral par défaut aussi et qui peuvent s'y prendre. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. À la base, je me suis installé par défaut parce que je trouvais pas de poste. Mais aujourd'hui, je regrette aucunement ce choix. Donc, c'est pas une critique, mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de diététiciens. Je pense un point rassurant aussi qu'on peut dire. Alors là, on n'aura peut-être pas la stat, mais je pense qu'il y a toujours plus de patients que de diététiciens actifs dans tous les cas. Donc ça c'est pas forcément le côté concurrence. Quoi. On peut être plusieurs même dans un même quartier et quand même avoir des patients. Je pense que ça c'est pas du tout incompatible. Donc effectivement il y a une augmentation du nombre de dettes en disant qui est quand même forte et du coup on va réfléchir de à quel point trouver une niche peut nous aider tout simplement. Yes. Nous aider à nous connaître et spoiler, c'est pas forcément le fait de baisser le tarif qui va faire qu'il y a plus de personnes qui vont venir consulter. Ouais, dans cet aspect concurrence, c'est pas en tirant vers le bas que tu vas ressortir. Au contraire, on sous-estime trop l'effet premium, j'en ai déjà parlé, du fait que justement parfois être plus cher, ça envoie dans le côté prix psychologique des patients, ça envoie un démarqueur qui est quand même bien. Exactement. Mais c'est vrai que se démarquer, ça reste primordial à plein de niveaux et se démarquer aussi sur les sujets qu'on couvre et de sortir un peu de ce qu'on a appris au BTS, quoi, tout simplement. Donc on va Vraiment. répondre à ça en 3 points. On commence avec le premier point. On est meilleur si on a une spécialisation. Qu'est-ce que tu en penses, Garance, de ça? Toujours. On est d'accord, c'est-à-dire que si on est trop généraliste, on peut pas être excellent dans un sujet si on essaye de toucher un petit peu à tous les sujets. Donc c'est ce qu'on a dit dans d'autres épisodes, on peut avoir plusieurs niches, mais l'idée c'est d'avoir des niches où vraiment on est bon, on est meilleur, parce qu'on va se former. Déjà tout simplement. On va se former, donc l'idée c'est en fonction de ces spécialisations, je sais pas, alimentation et végétarisme par exemple, bien passer le DU sur l'alimentation végétarienne qui est à Paris, qu'on peut afficher sur sa plaque, qu'on peut mettre sur Doctolib, on peut le mettre sur son site internet. Et ça, mine de rien, eh bien, une patiente qui est végétarienne et qui souhaite travailler sur ça, bien sûr qu'elle va choisir la personne qui a la formation pour, plutôt que la personne qui fait un petit peu de tout. Donc ça, c'est une première chose. Les DU, je trouve que
quand même pour se faire reconnaître auprès des médecins ou d'autres pros de santé, c'est pas mal, même si c'est pas toujours le plus pratique. Donc on peut aussi faire d'autres formations qui ne sont pas des DU, des fois plus accessibles, mais qui vont permettre d'être encore meilleur dans ce sujet. Et plus on est meilleur, plus on va parler de nous et plus après ça fait un cercle vertueux. Et puis, il y a l'expérience. C'est-à-dire, si tu as une niche et que tu as beaucoup de patients et de patientes de cette niche, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi pour l'endométriose. Bah, au début, les premières patientes, oui, j'avais beaucoup de théories, etc. Maintenant, avec la pratique, j'ai beaucoup plus de tips à leur donner, j'ai beaucoup plus de retours d'expérience, je me sens beaucoup plus confiante aussi dans mes consultations. Donc, en fait, c'est vraiment que du cercle vertueux. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Florian, par rapport à ça. Je pense que c'est hyper important à tous les niveaux parce qu'on va avoir aussi beaucoup de retours patients positifs. C'est que j'en ai parlé dans le premier épisode de tout ce qui était avis patient, etc. Et en fait, qui dit spécialisation dit plus de facilité aussi à être reconnu, connu. Et ça vaut aussi par les retours du patient, par les bouche à oreille. Je prends l'exemple de l'endométriose. Si on reçoit une patiente qui est atteinte d'endométriose et qu'on arrive à faire quelque chose de chouette avec elle, peut-être que dans son taf, elle a une collègue qui a aussi l'endométriose et au fur et à mesure d'une discussion, ça va venir sur la table et elle va dire, va voir Florian, il m'a vachement aidé sur ça, ça, ça. Et en fait, ça permet aussi un bouche à oreille, ça permet une reconnaissance, une, euh, une préconisation qui est bien meilleure, je pense. Donc, pour moi, le côté spécialisation, il est hyper intéressant. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule spécialisation parce qu'on veut pas s'enfermer non plus. Et puis, c'est important aussi d'être stimulé. C'est vrai que je pense qu'avec Garance, si on avait que des patientes atteintes d'endométriose 35 fois par semaine, peut-être qu'à un moment donné, on saturerait. C'est vrai que c'est important aussi d'avoir un peu de diversité pour ça. Mais se spécialiser, c'est être mieux reconnu, être mieux formé, c'est être plus rassuré dans sa pratique. Donc je pense que ouais, c'est clairement le top 1 des conseils. On n'a pas terminé avec le meilleur là, on a commencé avec le meilleur à mon sens, justement. Ouais, c'est vrai, exactement. On n'a pas fait dans le bon Ouais, ordre. Mais ouais, bon, c'est ça. c'est très bien. Bon. Et du coup, le point 2, c'est quoi, Flo? C'est que c'est reposant. C'est reposant d'avoir une ou plusieurs niches, c'est que on sait à quoi s'attendre en consultation, on sait faire, on connaît mieux les patients aussi, parce que d'avoir eu des centaines de patientes atteintes d'endométriose, on sait mieux quelles questions poser aussi. Est-ce que vous avez tel symptôme? Ah oui, j'ai tel symptôme. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ça? Ah oui, c'est vrai, mais je ne l'avais pas mis sur le dos de l'endométriose. Vous pensez que ça peut être lié? Oui, effectivement, parce que je sais, parce que je suis formé, qu'il peut y avoir tel symptôme. Je sais, parce que je suis expert avec les patients, qu'il peut y avoir telle conséquence. Et du coup, on peut faire plein de liens. Et je rajouterais que ça renforce aussi le côté écoute des patients et le sentiment d'écoute et d'être compris des patients. Plus vous connaissez votre sujet, mieux ce sera. Et ça, même en termes de du coup satisfaction patient, c'est hyper reposant. D'avoir un patient qui est content parce qu'il est écouté, etc., c'est hyper reposant. Et je trouve que plus on est spécialisé, plus c'est reposant et parce qu'en fait, plus c'est facile, quoi. Ça nous facilite les consultations, clairement. Donc après tout patient est différent bien sûr, donc on doit forcément faire de la personnalisation, ça c'est évident. Mais c'est reposant, ça fait gagner du temps aussi parce qu'on a des documents qui sont prêts, on a une manière de faire qui est prête et le but aussi c'est d'avoir un temps pour chaque patient défini et de pas devoir prendre 2 heures pour un patient à faire un nouveau document qu'on n'avait jamais fait. Voilà, c'est aussi ça fait un peu un système d'entonnoir qui nous permet d'aller plus vite au but, plus vite à l'objectif, d'être plus efficace. Et je pense que ça, in fine, c'est reposant. Et le but en libéral, c'est quand même avec notre activité de ne pas s'épuiser. On a 45 ans de carrière devant nous. Si on en fait 5, c'est chaud, quoi. Donc le but, c'est de créer des process et tout ça pour qu'on soit plus percutant, plus efficace aussi, et que ça ne nous épuise pas et qu'on ne va pas faire 70 heures par semaine pour son cabinet, quoi. Je pense que tu as tout dit. Je pense que tu as tout dit. Le premier point, c'était vachement plus pour les patients, pour être meilleur, etc. Là, c'est le point pour nous. On peut penser aux patients, on peut penser à être bon, à être meilleur, mais toi et moi, on a déjà été épuisés et on est toujours à un risque de l'être, hein. Et donc, aujourd'hui, on sait, au moins, on a des idées de mais qu'est-ce qu'on doit faire pour se préserver. Et en libéral, je suis d'accord avec toi, on doit aussi se préserver. C'est quand même un métier où on prend beaucoup, on des choses qui sont pas forcément évidentes, on bosse énormément, on fait tout. Donc au bout d'un moment, c'est de pas, courir partout, quoi. Je dirais que je vais faire de la psychologie de comptoir, ça va être incroyable. Allez, vas-y. Accrochez-vous bien.
Je pense que c'est comme en perso, en amitié, en amour. En fait, savoir ce qu'on veut, c'est hyper compliqué. Par contre, savoir ce qu'on veut pas, ça, c'est plus facile. Et en fait, quand on grandit en libéral, on apprend ce qu'on veut pas. Tout comme quand on grandit dans la vie, en fait. On a des expériences dont on sait qu'on veut plus qu'elles se reproduisent, quoi. Là, c'est pareil pour le libéral. Et plus vous allez savoir ce que vous voulez pas faire, et donc plus vous allez savoir ce que vous voulez faire, je reviens sur le côté de la niche, plus ça va être reposant pour vous et plus vous allez trouver votre rythme. Je sais qu'avec Garance, on a fait des 50, 60 consultations par semaine. Je peux vous dire que même si sur le papier, quand on en avait 10, on rêvait d'en avoir 50, 60, ce qui est normal parce que quand tu galères, tu veux du plus. Mais avec le recul, moi, je ferai plus jamais de ma vie une semaine à 50, 60 consultations. C'est épuisant, quoi. C'est épuisant en termes de santé mentale, c'est pas OK du tout. Bien que sur le papier, quand tu as galéré pendant des mois et des mois à ne pas te sortir de salaire, je pense qu'il y en a plein qui écoutent et qui se disent c'est clairement un problème de riche. Et c'est clairement un problème de riche. Mais c'est hyper, hyper épuisant de faire beaucoup, beaucoup de consultations. Et même si vous l'expérimentez un jour, ce que je vous souhaite, vous allez forcément revenir à moins. À un moment donné, on tend tous à faire moins. Dans les 2-3 premières années, on veut tous faire plus, et au bout d'un certain temps, on veut tous faire moins parce qu'on se rend compte que c'est épuisant, quoi. Mmh. Et puis du coup, c'est préserver sa santé mentale. Comme tu dis, si on marche à fond pendant 4 ans, mais qu'on fait un burn-out au bout de la 4e année et qu'il y a tout qui retombe, quel est le sens de ça? Ouais, Donc, c'est pas le but. On mot est d'ordre, d'accord. la niche pour se préserver et pas s'épuiser. Exactement. Et troisième point, c'est que ça peut permettre de recruter aussi plus de patients. Parce que plus tu te spécialises, plus ça te permet aussi de communiquer autour. C'est plus adapté de communiquer sur une spécialisation que de dire je fais de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Forcément, tu vas accrocher moins de personnes en étant un peu trop généraliste. Il en faut et on en aura toujours. Toujours. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de perte de poids, il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de troubles alimentaires. Enfin, c'est normal. Mais plus tu te spécialises, plus aussi tu as de la matière sur laquelle communiquer, et donc on revient sur le côté démarcation, donc meilleure visibilité égale on recrute plus de patients à l'arrivée, quoi. Exactement. Toi, demain, si tu cherches un psychologue, je sais pas, imaginons pour des troubles anxieux, tu vas voir qui? Tu vas voir celui qui fait un petit peu tout, qui ne marque pas qu'il est spécialisé en trouble anxieux, ou celui qui est spécialisé en trouble anxieux? Bah, la réponse, elle est là, en fait. Donc, Bien sûr, tu vas chercher toujours l'expert de son domaine. Moi, je sais que je galère un peu sur Toulouse à trouver des psychologues spécialisés dans l'anorexie. Et du coup, j'ai du mal un peu à adresser mes patientes en situation d'anorexie à des psychologues. Mais parce que personne ne l'affiche. Par contre, j'ai mis un message sur un groupe Facebook de psychologues. Est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés sur l'anorexie? Ben, j'ai eu 3-4 contacts. Mais par contre, sur Google, je trouvais rien. Et ça, c'est une erreur de leur part, hein, du coup, hein, de pas l'afficher. ouais, carrément. Oui, oui, Mm. donc communiquez aussi sur vos niches, s'il vous plaît. Exactement, il faut communiquer parce que là, s'il y avait eu un psy qui avait fait la démarche, rien que sur leur, juste, ça peut être dans la description de Doctolib, hein, de dire je reçois telle population de patients, telle population, etc. Et que j'avais vu, je reçois les patientes en situation d'anorexie, patiente ou patient, désolé, c'est souvent des femmes malheureusement, ben, j'aurais de suite accroché et du coup, je lui ai envoyé plein de patientes. Mais du coup, là, j'en vois plus. Pour ça, c'est hyper important de se spécialiser et aussi de communiquer autour. Mais du coup, on pourrait se dire: «OK, c'est bien gentil ce qu'ils nous disent Garance et Florian, mais comment on trouve sa niche?» C'est-à-dire, comment on fait pour justement, comment on a fait nous? Enfin, tu vois, comment on pourrait trouver sa niche et être bien dedans? Donc ça, on va vous y répondre en quelques points et l'idée, c'est quand même d'aller chercher une niche qui recrute des patientes, si tu veux. Tu vois, dans une niche où il y a une maladie génétique, 1 pour, je sais pas combien, bon, c'est sûr que là, tu vas pas recruter grand monde. Après, Donc on peut faire l'exercice. Si tu es ultra spécialisé, et là, je te fais une transition sur le premier point qu'on va aborder, il faut revoir ton secteur. Si tu es sur un point très spécialisé, je vais dire, par exemple, tu ne traites que des patientes qui sont atteintes d'hypothyroïdie d'Hashimoto, par exemple. OK. Mais peut-être que dans ton secteur, tu vas pas en avoir 25 par semaine, quoi. Par contre, si tu fais de la téléconsultation et que tu fais que ça et que tu vas sur toute la francophonie, ben là, ça peut être pertinent. Mais du coup, c'est le moyen que tu mets. Et du coup, je fais la transition sur le premier point, c'était regarder en fonction de son secteur. S'il y a beaucoup de sportifs, si tu as un centre spécialisé dans l'endométriose à 2 pas de chez toi, des choses comme ça,
ben forcément, l'âge aussi de la population. Si tu as une population plus vieillissante, par exemple, ben c'est vrai que tu risques d'attraper plus de personnes sur la gestion du poids, sur les troubles Et qui viennent avec diabète. l'âge, les diabètes, les dyslipidémies, l'hypertension. C'est clair que si tu as beaucoup de cette population autour de toi, c'est bien de se former sur ça et d'en faire peut-être une spécialité. Si tu as si t'as 3 maternités à côté de chez toi, ben peut-être que se spécialiser dans la femme enceinte, femme allaitante et diversification des premiers âges, peut-être que ça peut être plus pertinent. Donc c'est aussi ce qui t'entoure et en plus de ce qui t'entoure, ce qui t'anime. C'est le Euh, deuxième. c'est C'est-à-dire le que si deuxième point. tu Mm. fais quelque chose où vraiment, enfin, t'es pas animé par cette niche-là, bah, le but c'est quand même de s'éclater dans son métier aussi, tu vois. C'est clair que si tu te spécialises dans l'endométriose et que tu en as marre de recevoir des patientes atteintes d'endométriose parce que ça te parle pas, bah, tu vas t'ennuyer très vite, hein, et tu vas moins aimer tes consultations très vite aussi. Pareil, si t'adores faire de la course à pied, bah, tu vas kiffer beaucoup plus parler course à pied avec un patient que si t'aimes pas ça. Puis même pour le patient, je pense que c'est La chien important. peut le ressentir. C'est important de se nourrir aussi de ce qu'on fait en perso, en pro. Euh, c'est clair que tous les deux avec Garance, on fait quand même pas mal de sport. Moi, quand je reçois un patient qui fait de la course à pied, qui fait de la muscu, qui fait du crossfit, on a testé, enfin, en plus, moi, j'ai testé tellement de sports. Bah, en fait, on est de suite un petit peu, rien que dans la connaissance, quand le patient, il sait, quand il parle de crossfit et que tu lui demandes quel type de WOD tu fais, est-ce que tu fais plutôt l'haltéro, plutôt, rien que ça, hein, bah, en fait, il se sent vachement écouté, le patient. Du coup, c'est bien aussi de faire des niches en fonction de ce qui t'anime et de ce que tu connais aussi. Et le patient le ressent et donc du coup, tu crées une alliance thérapeutique qui est beaucoup plus forte, tu vois? Et beaucoup plus facilement. Et beaucoup plus facilement et puis après tu peux aussi avoir il y a beaucoup d'aides par rapport à leur sensibilité. Moi, je sais que c'est vrai que le poids me fait écho parce que, soit personnellement ou dans une sphère proche, c'est quelque chose, que j'ai reconnu ou l'errance médicale suite aux pathologies féminines, tu vois, aux troubles du transit, c'est des choses que j'ai beaucoup connues à titre personnel. Bien Donc du sûr. coup, ça m'anime aussi, d'en parler et je pense qu'il y a aussi une bonne compréhension, une on peut être empathique envers tout, mais tu vois, une empathie, qui peut être plus sensible sur ces points-là. Donc c'est pour ça ou comme les personnes qui vont être végétariennes et qui vont prendre en charge des personnes végétariennes et cetera, tu vois? Exactement. Ouais, tout à fait. Et nous, avec Garance, du coup, on s'est spécialisé beaucoup autour des pathologies féminines. On va vous expliquer rapidement un peu comment on l'a fait, mais je pense que c'est surtout à base de rencontres au final. Ouais, beaucoup. La vie, quoi. Ouais, c'est ça. À la fois des patientes. Moi, c'est vrai que ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est de recevoir des patientes pour d'autres motifs qui étaient atteintes d'endométriose et j'ai essayé de voir comment on pouvait les aider. Après, il n'y a pas de guideline sur l'endométriose, il n'y a pas de recommandation, donc c'est hyper galère. Donc, tu vas de suite sur du reste. Toi, Garance, je sais que c'est plus dans tes formations aussi que tu as été plus sensibilisé à ça. Mais des rencontres aussi. En fait, si Ouais. tu pars de là, moi personnellement, du coup, c'est déjà le fait que j'ai été très sensible à la santé des femmes depuis toujours. Et puis, quand j'étais étudiante, j'ai eu une patiente en BTS diététique en stage qui était en surpoids et en fait, qui pouvait pas faire du sport parce qu'elle était immobilisée par son endo, enfin vraiment une endo Mm. Ultra ultra agressive. agressive. Et la diète avec qui j'étais, et c'est pas sa faute, mais c'est juste qu'à l'époque, je pense qu'elle avait pas recherché ou je sais pas, où il y avait moins de choses aussi. Quand je lui ai demandé si on pouvait faire quelque chose pour l'aider, parce que je sais pas, je pense que j'étais un peu persuadée qu'on pouvait faire des trucs niveau nutrition. Elle m'a dit: «Non, non, il y a rien dessus». Donc j'ai laissé passer, ça m'a perturbée, tu vois? Et après, quand j'étais au DU MAPS, là, on a eu un cours par un gynéco, tu vois? Ça, c'est une 2e rencontre. Et là, ce gynéco nous a parlé SOPK micronut, endomicronut, ménopause. Et là, de suite, moi, ça m'a parlé, ça m'a réveillée et quand je me suis installée, j'ai rencontré Vanessa. Enfin, tu vois, rencontre, qui est spécialisée en endométriose, que j'ai remplacée pendant son congé mater de libéral. Et puis, en fait, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Il Mais s'est tu vois, c'est quand même lancé, des rencontres successives. bien sûr. Et après, faut attraper le fil, aussi, quoi. Oui, après je pense que c'est comme dans toute carrière professionnelle, tu as une opportunité, une rencontre, et du coup ça te lance dans un chemin que tu prends ou pas, et voilà quoi. Donc Exactement. voilà pour notre Toi, histoire à nous. Mm. c'est ça, toi, c'était vraiment les patientes, finalement. Moi, patiente, et puis après d'avoir discuté avec toi, d'avoir eu aussi le projet de l'académie, ça nous a pas mal. Le projet de l'académie était la formation de base, mais ça a beaucoup cristallisé le fait qu'il n'y ait pas ou peu de formation sur les pathologies féminines de manière générale. Sur l'endométriose notamment, il en existait, mais qui, à notre regard, était soit pas assez qualitatif, soit pas assez pratique, soit pas fait de la bonne manière. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire aussi de notre côté.
Carrément. Ouais, Mmh, carrément. Donc, ouais. ouais, voilà pour notre expérience, mais après chacun a la sienne et pareil, n'hésitez pas à nous partager vous, vos spé et vers quoi vous aimeriez tendre. C'est super Ouais. intéressant et enrichissant. Et puis si vous en doutez en plus, si vous doutez aussi de choses, n'hésitez pas à nous faire part de vos doutes. Mmh. Carrément. On poursuit cet épisode avec le SAV du diète. Tous les 15 jours, on prend une question qui nous a été posée avec Garance sur les réseaux et on essaie d'en discuter. La question, c'est comment vous choisissez vos créneaux, donc de libéral, de disponibilité, ceux que vous ouvrez pour les patients et comment, du coup, en fait, vous faites votre emploi du temps, quoi, clairement. Hein. Toi, Garance, comment t'as fait? Bah, moi, j'ai commencé par un truc que souvent ceux qui se lancent font, j'ai commencé les samedis. Et ça, c'est vrai que c'est un Ouais. conseil que je donne assez, c'est-à-dire les samedis, c'est game changer. Maintenant, je veux plus en faire parce que c'est bon, c'est OK, ça marche les autres jours et puis j'ai envie d'avoir 2 jours de week-end. Mais par contre, les samedis, bah oui, plein de diètes ne consultent pas les samedis. Moi, j'étais là et mes premiers patients, clairement, c'était Doctolib les samedis. Enfin, je sais pas Mm. ce que tu en penses toi aussi. Moi, les samedis, c'est clair que c'est un des créneaux qui a toujours bien marché. Et bah, tu vois, moi, là, c'est peut-être ma peur à moi, du coup, mais en tout cas, je me convainc peut-être du fait que c'est impossible de faire sans. En tout cas, moi, dans ma pratique, en fait, c'est vrai qu'on est obligé un peu de faire des compromis, des concessions aussi, parce que oui, effectivement, le planning parfait, ce serait de jamais finir après 17 heures, de jamais travailler trop tôt le matin, de pas travailler le week-end. Et moi, mes critères quand je fais mon emploi du temps, c'est est-ce que je peux aller au sport tous les jours? Donc, Clairement, est-ce que OK. j'ai dû... Ça, c'est pour moi, voilà, c'est mon exigence. Je veux un créneau pour aller au sport tous les jours et je veux pas enchaîner trop de patients dans la journée. Bon, après, ça fait 8 ans que je suis en libéral, donc j'ai aussi le luxe de pouvoir me le permettre, quoi. Euh, Là, sur tout ça, euh, dans ma pratique, je vois compliqué de faire suffisamment d'heures sans le samedi matin parce que là, je consulte 3 soirs, 2 matins, dont le samedi matin, du coup, ce qui fait 30 heures de consultation au cabinet me concernant. Et sur les 30 heures, ben, c'est vrai que si je dispatchais sur les autres jours, ben, ça me ferait peut-être une journée où ben, je devrais dépasser les 7 patients dans la journée. Ça ferait peut-être du coup, je devrais retravailler les lundis parce que pour l'instant, je travaille pas dimanche et lundi parce que le lundi, c'est ben là, on est en train de filmer un podcast, c'est lundi 25 août à 10h55 parce qu'en fait, on a d'autres métiers. En fait, on n'est pas que libéral là en ce moment. Donc voilà. Euh, tout ça pour dire que il y a les créneaux qui vous conviennent par rapport à vos exigences à vous et il y a des créneaux faibles et des créneaux forts. Créneaux forts, ça va être 18h 20h, 8h le matin avant d'aller au boulot, entre midi et 14h sur les pauses déj des gens. Le samedi, pourquoi ça marche trop bien? Bah parce que ça marche trop bien, parce que tout le monde est dispo, quasiment. Il y a très peu de gens qui travaillent les samedis au final. Quand tu regardes dans la population générale, ça va être les commerçants, ceux qui travaillent en libéral, mais tout ce qui est salariat, qui est quand même l'immense majorité des personnes employées en France, hein, euh, oui, au final, ceux qui vont travailler les samedis, c'est beaucoup ceux qui sont à leur compte, sachant que je crois qu'en France, ceux qui travaillent en libéral et qui font partie de auto-entreprises, TPE, PME, je crois que c'est 30% des personnes en France, des travailleurs. Donc, c'est pour ça. Au final, le samedi, les soirées, les midi et deux et tôt le matin, c'est des créneaux forts. Et c'est vrai que le 15 heures après, il y aura moins de personnes disponibles. Donc en fait, c'est comme ça qu'on choisit ces créneaux. C'est tes exigences personnelles et les exigences du coup des personnes qui sont dispo ou pas, quoi. Et après, c'est savoir mettre son cadre aussi, quoi. Oui et puis après, moi, je pense aussi et ça, c'est ce que j'ai vu et puis en voyant d'autres diètes faire aussi, c'est si les personnes veulent te voir, après, elles vont faire l'effort pour venir te voir. Exactement. C'est-à-dire que moi, pour le coup, là, en septembre, je bosse plus les samedis en consulte, mais parce que j'accepte aussi d'en faire plus en semaine, ça me va aussi de faire des journées plus grosses. Donc tu vois, c'est vraiment du perso. Pareil, moi, j'aime C'est au ça. sport, voilà. Mm. Mais je préfère avoir 2 jours et les personnes, bah, je vais leur proposer des créneaux le soir tard parce que ça, on peut pas de toute façon, c'est clair, on peut pas faire, dire qu'on est libre et faire, 13h, 16h tous les jours. Enfin, ou alors c'est c'est compliqué. Mais je pars aussi du principe que si les gens veulent te voir et qu'ils sont prêts à te consulter, ils feront l'effort et ils s'organiseront de leur côté pour te voir. Après ça, je pense que c'est l'évolution aussi qui fait ça. C'est que moi, j'avoue que quand je me suis lancé en libéral, et surtout à partir du moment où j'ai eu mon cabinet à plein temps, dimanche après-midi, pas de souci. Je peux vous recevoir. Et j'ai consulté, moi, du lundi au dimanche pendant un moment. Hein. Les jours fériés, tout. Moi, dès que je pouvais ouvrir, j'ouvrais. Hein. Un peu bête et méchant, hein, mais je me dis, ok.
faut avoir de la disponibilité pour avoir des gens, ben, je vais avoir de la disponibilité. Donc j'étais ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20h au début. Bon, Ouais, j'ai pas voilà fait les ça plus longtemps, hein. ouais, voilà. Voilà. En plus, en fait, c'est aussi en vivant ça que tu te rends compte qu'il y a des créneaux forts, créneaux faibles, parce que tu peux passer de 8h ou 20h au cabinet, mais avoir 3 consultations, une à 8h le matin, une à midi et une à 19h. C'est que moi, au début, j'étais le boss de ça. J'étais le boss d'avoir une consultation, rentrer chez moi, revenir pour une deuxième consultation, rentrer chez moi, revenir pour une troisième consultation, rentrer chez moi, ou de rester toute la journée au cab pour 3 patients. Et maintenant, une fois que tu as construit ton cabinet, bah, du coup, tu as plus la possibilité de concentrer tes consultations sur des créneaux. Et comme disait Garance, les gens, s'ils veulent venir te voir, ils viendront te voir. Et, euh, et c'est aussi un peu apprendre à être égoïste aussi dans ça et de poser son cadre et d'apprendre à se connaître et de savoir que, ben ouais, non, samedi après-midi, moi, c'est ce que je disais à Garance. Avant, j'étais le pro de faire ça. Je commence à 14h, mais bon, allez, je vous prends à 13h15. Tant pis. Moi, normalement, je travaille de 14h à 20h, mais je vais commencer à 13h15 pour vous. Ça, je fais plus jamais, hein. Ce que je disais à Garance en rigolant. Le samedi, je fais 8h, 12h30. Je disais, elle me demandait si ça m'arrivait de prendre un créneau de plus ou quoi. Je fais non, non. Moi, à 13h30, je suis au paddle. Paddle. Je sais pas où est le patient, mais moi, je suis au paddle. Et c'est con, mais de se créer des rendez-vous comme ça aussi envers soi-même, c'est que ben moi, le samedi 13h30, je ne suis pas au cabinet, donc je ne peux pas vous recevoir. Parce qu'évidemment qu'il y en a qui essayent de gratter. Vous êtes sûr, samedi après-midi, vous pouvez pas? Non. Et c'est apprendre à dire non. C'est poser ses limites, clairement. Poser ses limites, ouais. C'est hyper, hyper, hyper important. Après, sur la première année, je peux pas vous l'enlever. Plus vous êtes dispo, plus ça vous permettra d'avoir des patients. C'est clair et net. Mais à terme, c'est important pour l'équilibre de la santé mentale et tout ça, de prendre ses créneaux à soi, quoi. Vraiment. Bon, bah, je pense que ouais, on a bien répondu. En plus, c'est intéressant. Ouais, On je a pense, ouais. deux situations différentes, mais au fond, on revient à la même chose. Créneau faible, créneau fort, et faut trouver Ouais, un juste milieu, quoi. exactement. Mais ça, je pense qu'on pourra faire un épisode complet sur ce sujet en vrai, hein. Un épisode un peu thématique où justement les gens qui se posent cette question pourront tomber sur cet épisode, qui sera peut-être ce qu'on vient de dire, mais en plus exposé, mais je pense que ça pourrait être bien. On termine du coup sur nos recommandations, comme à chaque fois. Garance, je te laisse commencer. Ok. Recommande-nous quelque chose qui te tient à cœur. Du coup, j'en ai parlé, enfin là aujourd'hui dans le podcast, c'est une formation. C'est le diplôme universitaire européen micronutrition, alimentation, prévention, santé de la fac Paris Descartes. C'est comme ça que j'ai commencé à me spécialiser en micronutrition, mais aussi du coup à m'intéresser à tous ces sujets-là et à me lancer en libéral. En fait, ça a vraiment été mon bouton de lancement, mais je préviens juste, comme j'en parle, que c'est un DU qui est extrêmement difficile, euh, que j'étais pendant 6 mois en train de travailler nuit et jour, mais vraiment nuit et jour, où je réécoutais tous les cours, il y a un mémoire. Enfin, faut pas se lancer dans ça si on n'est pas prêt à se lancer dans ça. Donc voilà. Mais je pense, à mon sens, et pour en avoir parlé avec d'autres professionnels, que c'est le DU, et je parle bien de DU, de micronutrition, en tout cas un des plus complexes, mais du coup complet, où on va très loin dans la biochimie, mais ce qui permet de comprendre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc voilà pour ma reco. Et toi, Florian? Juste pour rebondir sur le DU, moi c'est de t'avoir vu le faire qui me déchauffe à le faire. Parce qu'il a l'air hyper intéressant, mais c'est vrai qu'un DU ça prend du temps, ça prend de l'énergie et je pense que si vous le faites, accrochez-vous parce que ouais, il a l'air quand même hard celui-là. Ouais, ça a l'air d'être un Ouais, ouais. sacré morceau, mais il a l'air bien aussi, c'est clair. Non, justement, c'est pour ça qu'il est bien. C'est parce que pour le coup, derrière, tu ressors et t'es solide sur les appuis, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends. Je comprends. De toute façon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir une formation ultra solide et y passer 3 heures, hein, c'est clair. On est d'accord. Ma recommandation, moi, pour aujourd'hui, ça va être 2 livres. Je vais vous recommander du coup les livres de Alice Hussonnois. C'est une diète qui est spécialisée autour des troubles du comportement alimentaire. Elle a fait 2 livres, un sur l'hyperphagie boulimique et un autre sur l'anorexie. Ils sont super. Vous pouvez vous en servir à plein de niveaux, soit vous prenez vraiment le temps de tout lire, mais sinon vous pouvez aussi piocher des choses, ça peut être très chouette, parce qu'en fait, elle intègre plein d'exercices pratiques pour les patients. Et si vous êtes un peu en recherche d'exercices pratiques pour vos consultations dans les troubles de conduite alimentaire, hyperphagie, anorexie, mais pas que, parce qu'en fait, il y a plein d'exercices sur les valeurs, sur les situations,
Vous voyez comment ça se présente. Je ne sais pas si vous allez bien voir la caméra. Dans tous les cas, parler de caméra pour un podcast, c'est pas une bonne idée. Je retire ce que je viens de dire. Vous avez plein d'exercices pratiques que vous pouvez facilement exporter. Et c'est très chouette. Franchement, je vous les recommande. C'est 2 petits livres qui se lisent très bien, très vite en plus. Et vous pouvez picorer plein de choses qui peuvent enrichir votre pratique très facilement. Trop bien, bah merci Florian pour ta reco. Faut que je les lise d'ailleurs, je les ai pas lus, faut que je les lise. Ouais, franchement, je te les conseille, ils sont vraiment, vraiment très bien. Bon, on est bon pour nos recommandations. On va conclure cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des retours à nous faire ou même des partages d'expériences, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, le compte Instagram du podcast @entrediète, suivi de l'académie @académie nutrition. Petit mot sur l'académie, c'est notre organisme de formation avec Garance où on fait des formations sur plein de thèmes, notamment les pathologies féminines, des formations courtes, des cas patients, des choses pratiques pour vous aider dans votre pratique du quotidien. Vous pouvez aussi nous suivre à nous, Garance Diète, @Garance Diète sur Instagram, j'allais dire sur Spotify, pas du tout. Qu'est-ce qu'on bouffe pour moi. Vous avez tout dans la description dans tous les cas, tous les liens utiles. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Le sujet devrait parler justement de fixer ses tarifs en libéral. Donc on se retrouve dans 15 jours pour parler de tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire aussi, à nous envoyer des questions pour le SAV du diète. Et on est pas mal pour aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Garance ? On est bon, on a fait le tour. C'était super agréable en tout cas. Parfait. Donc on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. À bientôt, bye bye. À bientôt, bye.